Bonsoir Monsieur Bonpère, nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir pour inaugurer donc le nouveau cycle de conférences dédiées à l'argent, puisque le conférencier de la semaine dernière n'a pu remplir son contrat, on va dire, pour raison de santé. Et j'ai grand plaisir ce soir à vous présenter à notre public vos titres actuels de directeur de recherche au CNRS et de directeur d'études à l'École pratique des hautes études, sciences historiques et philologiques ne permettent pas de saisir immédiatement quelle est votre spécialité. Spécialité d'archiviste paléographe, après une formation à l'École des Chartes, vous avez soutenu donc à l'issue de ce parcours une première thèse d'École des Chartes consacrée à l'atelier monétaire royal de Montpellier jusqu'au milieu du XVe siècle, donc 2 volumes et quelques 500 pages, et une seconde thèse de doctorat 2 ans après, toujours sur la région, puisqu'il s'agit de la circulation monétaire en Languedoc au Xe, XIIIe siècle. Et là, 3 volumes, en fait un volume de plus, qui totalise plus de 1000 pages. Votre intérêt pour la monnaie ne s'est pas démenti car vous êtes aujourd'hui directeur de la revue numismatique. Vous avez également dirigé un programme pour proposer à l'Agence nationale de la recherche sur la filière de l'argent au Haut Moyen-Âge, et vous êtes en contact avec, bien entendu, tous les spécialistes nationaux et européens pour en fait travailler dans des programmes, divers programmes européens. Vos cours, votre séminaire d'ailleurs à l'EPHE porte sur numismatique et économie monétaire de l'Occident médiéval, avec un séminaire complémentaire ces 2 dernières années sur monnaie médiévale en ligne, ce qui est intéressant parce que vous utilisez en fait les nouveaux outils, les nouvelles plateformes qui permettent justement de numériser, de digitaliser ces objets pour les rendre accessibles. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aller et d'avoir accès d'ailleurs à ces monnaies très rares, donc pour un public élargi. Votre intérêt d'ailleurs pour la monnaie dans le sud de la France perdure, puisque parmi vos quelques 110 publications, toutes catégories confondues, j'ai relevé une étude datant d'il y a 2 ans et demi, on va dire, sur l'atelier monétaire de Perpignan dans les années 1350-1360, qui a été bien sûr publié dans un bulletin de la Société française de numismatique. Voilà, je vois que vous vous souvenez de vos publications. Aujourd'hui, vous allez nous parler donc de l'argent au Moyen-Âge au prisme des crises monétaires, et donc nous vous écoutons avec un grand plaisir, monsieur. Je voudrais tout d'abord remercier l'Agora des Savoirs, la ville de Montpellier de m'accueillir aujourd'hui. Et ces mots d'introduction, on a presque trop parlé de moi. Maintenant, il faudrait parler d'argent. Je pense que c'est cela qui vous intéresse. Et en tout cas, moi, quand on m'a proposé de venir vous parler d'argent, eh bien, je me suis précipité avec une série d'interrogations plutôt que de réponses à vous proposer, mais j'essaierai de suivre avec vous quelques dossiers. Voilà un peu les points que je compte aborder ce soir. Peut-on parler d'argent au Moyen-Âge, et en soulignant que la durée de 1000 ans d'histoire du Moyen-Âge impose des distinctions, des nuances. Dans un deuxième temps, peut-on parler d'une politique monétaire au Moyen-Âge, en prenant l'exemple de l'époque de Philippe le Bel. Et enfin, peut-on parler de crise monétaire au Moyen-Âge, en prenant l'exemple, eh bien, il y a 600 ans, la France était secouée par une des pires crises monétaires de son histoire, qui malheureusement, enfin, j'allais dire malheureusement, n'est pas très bien connue, mais enfin bon, je crois que ce n'est pas forcément le souhait qu'une crise monétaire soit trop bien connue, mais qui peut évoquer des comparaisons avec d'autres situation. Alors, je
ne vais pas développer beaucoup l'introduction qui, sur ce thème, peut-on parler d'argent au Moyen-Âge, le mot même d'argent ne correspond pas à ce que nous mettons sous le terme d'argent. Alors, vous n'avez pas eu de conférence introductive la semaine dernière, donc je ne vais pas me substituer à jouer ce rôle. Vous voyez dans le texte d'un médiéviste et juriste, Albert Rigaudière, un peu ce qu'un médiéviste voit dans l'argent, tel que nous le concevons pour l'appliquer à la période médiévale, et en revanche, une enquête de vocabulaire assez rapide, telle qu'a pu la mener Jacques Le Goff, montre qu'il n'y a pas un seul terme pour désigner l'argent. Termes de monnaie, denier, pécune, et ceux qui permettent d'aborder par divers, de façon tangentielle, le concept d'argent sont utilisés au Moyen-Âge, et l'argent ne représente pas non plus la richesse. Alors, donc, je m'aventure tout de même à essayer de vous parler d'argent pour le Moyen-Âge, puisque vous aviez vu les titres des ouvrages desquels j'ai tiré les citations précédentes. De nombreux historiens se sont aventurés à parler d'argent au Moyen-Âge. Vous avez ici l'illustration de 3 livres de ces 20 dernières années. Tout d'abord, l'argent, à l'époque médiévale, son aspect concret, matériel, s'impose. Et vous avez ici la couverture d'un ouvrage sur de l'archéologie minière de l'argent. Et je ne sais pas si vous reconnaissez cette galerie qui est c'est la photographie d'une galerie des mines du secteur d'Hierle, du côté de Ganges et Saint-Laurent-le-Minier, qui est reproduite sur cette couverture. Donc voilà ce point de l'argent matériel sur lequel je reviendrai. Ensuite, vous avez pour l'ouvrage de Jacques Le Goff, et comme pour l'ouvrage de la Société des historiens médiévistes, une représentation de pièces de monnaie. Donc l'argent symbolisé pour les auteurs de ces ouvrages, ou leurs maquettistes en tout cas, par des monnaies, des pièces. Et je m'autoriserai un peu de ces exemples pour passer sensiblement de la question de l'argent à celle de la monnaie. Mais vous verrez d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez que la pièce qui est illustrée sur la couverture de l'ouvrage de Jacques Le Goff, c'est un double florin de Philippe IV le Bel, donc sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et enfin, la 3e illustration, je ne sais pas si vous reconnaissez la scène qui apparaît, l'argent au Moyen-Âge. Il s'agit d'une scène de l'Évangile quand Judas rend les 30 deniers qui ont été le prix de la vie de Jésus-Christ, et il les rend aux responsables juifs pour acheter un champ. Donc cette image est particulièrement intéressante, puisque non seulement on voit que ce sont encore des pièces de monnaie qui sont évoquées, mais aussi on voit que la représentation de l'argent a une connotation assez négative, et alors les clercs n'aimaient pas beaucoup l'argent, et j'allais dire cela continue, les intellectuels aussi ont toujours une tendance à critiquer l'argent, peut-être parce qu'ils considèrent qu'ils n'en ont pas assez, et les clercs considéraient qu'ils auraient dû en avoir plus, et l'Église aurait dû avoir l'essentiel de la richesse.
Donc cette représentation des 30 deniers de Juda est un des éléments qui illustre la vision négative de l'argent dans les représentations telles que elles nous sont données essentiellement par des clercs. Donc là aussi, les auteurs qui parlent d'argent sont plus des théologiens ou des moralistes donc, que des utilisateurs. Je noterai tout de même que sur ces 30 deniers de Juda, il y a un livre qui est sous presse d'une collègue italienne, Lucia Travaini, qui travaille sur les 30 deniers de Juda. Et évidemment, elle en a recensé dans les trésors des églises et des cathédrales beaucoup plus de 30. Mais ce qui est significatif, c'est que ces 30 deniers donc, qui sont vus de façon si péjorative, ont néanmoins été considérés comme des reliques de la Passion. Elles figurent dans des représentations de reliques de la Passion, et donc elles avaient un statut ambivalent permettant d'obtenir des indulgences pour les personnes qui venaient les contempler. Alors il y en avait un peu dans toute la chrétienté, aussi bien à Rhodes, à Rome qu'à Paris, à Sens ou à Soissons, enfin voilà, pour citer quelques endroits. Voilà pour cette notion d'argent et cette vision de l'argent au Moyen-Âge de façon générale. Et j'insisterai quand même sur le fait que même si le mot d'argent n'est pas employé au Moyen-Âge, il aurait bien pu l'être. Puisque, alors là c'est un petit rappel de l'histoire monétaire de l'Occident, avec trois étapes. Vers 310-311, Constantin crée le solidus, le sou, une monnaie donc, qui a duré, dont le nom a duré en tout cas jusqu'au XXe siècle, et qui était au départ donc une monnaie d'or de 4,55 g, et qui a eu ensuite une longue postérité avec les monnaies byzantines, nomisma, puis besan byzantin, qui donc se sont prolongés fort longtemps. Et surtout, donc, ce nom est resté, et alors même que la monnaie n'était plus utilisée directement en Occident. Le deuxième personnage au centre, c'est Charlemagne. Et Charlemagne, dans la réforme de 794, impose le denier d'argent, qui pèse 1,80 g, comme la monnaie d'argent général de son empire. Alors, cela faisait déjà un siècle qu'on utilisait davantage l'argent que l'or dans la circulation, mais surtout cette réforme de 794, c'est une réforme des poids et mesures et en conséquence une réforme monétaire, puisque elle fixe surtout le poids de la livre. Et la livre, qui est une autre unité monétaire, est au départ un poids. Une livre, ça valait ce que pesait une livre d'argent. C'était la valeur d'une livre d'argent. Et le denier était une division de la livre, puisque donc une livre valait 240 deniers. Et donc ce système de compte médiéval entre livres, sous et deniers s'impose à partir de l'époque de Charlemagne, avec au centre, donc c'est l'argent, le poids d'argent qui est au cœur du système. Et donc on aurait pu très légitimement penser que l'argent désignait effectivement la richesse monétaire et les espèces monnayées pour l'époque médiévale, puisque de Charlemagne pour la France à Saint-Louis, en 1266, on ne fabrique en Occident que des deniers et des demi-deniers qu'on appelle oboles. Donc il y a une seule monnaie frappée, et donc pendant 6 siècles, il n'y a pas d'autre monnaie que celle d'argent. Voilà donc l'importance de l'argent dans la
période centrale du Moyen-Âge. Alors je vous ai mis aussi, vous voyez, 1252, c'est le retour à la monnaie d'or pour l'Occident. Ça commence à Florence, avant que le roi de France ne suive le mouvement. Alors, la durée, j'ai commencé à faire un peu une périodisation du Moyen-Âge, et là aussi, je pense qu'il faut distinguer deux grandes périodes, celle où la monnaie est rare, et on pourrait parler à ce moment-là de crise monétaire, mais au degré zéro de la crise. C'est la crise parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de monnaie pour remplir les fonctions que l'on peut attribuer à la monnaie. Et puis, dans un deuxième temps, à partir de la fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle, le métal et la monnaie et les monnaies deviennent beaucoup plus largement disponibles et participent à une monétarisation de la société qui aboutit, j'ai pris là un exemple, au fait que dans les villes au XIIIe siècle peuvent fonctionner des couvents de frères mendiants, c'est-à-dire qui sont censés vivre des dons de la population, ce qui suppose donc que la monnaie circule suffisamment pour qu'ils puissent bénéficier avoir de quoi subvenir à leurs besoins par des dons. Et bon, je rappelle donc que c'est chez les franciscains que l'on peut voir apparaître les premières réflexions. Alors, c'est un anachronisme complet, mais j'allais dire d'économie politique, sur la réflexion sur l'économie, avec par exemple ce traité des contrats de Jean d'Olivie, qui a été rédigé donc, à la fin du XIIIe siècle à Narbonne, et qui est ensuite tombé dans l'oubli. Et quand il a été redécouvert au XVe siècle, ça a inspiré les œuvres de certains théologiens, et on a cru, notamment de Bernard d'Ancienne ou d'Antonin de Florence, et on a cru que c'était très logiquement dans la Toscane qu'était né cet esprit capitaliste, parce que les réflexions s'adaptaient aux réalités de la société. Eh bien, en fait, c'est un texte qui a été repris de Narbonne au XIIIe siècle, donc d'une région beaucoup plus proche d'ici. Alors, je vous invite à prendre de la distance quand on parle de monnaie, puisque nous avons encore, j'allais dire, de la monnaie dans nos poches et que nous pensons savoir à quoi cela sert, comment cela fonctionne. Eh bien, une des précautions à prendre pour aborder la période médiévale, c'est de se demander si la disponibilité, si les fonctions des monnaies étaient bien celles auxquelles nous pensons spontanément. Alors, j'ai pris un exemple de ce qui pour nous est un type de transaction économique, une opération d'achat-vente qui demande qu'il y ait un objet, un acheteur, un vendeur, qui se mettent d'accord sur un prix, sur un marché, et ce qui aboutit à un paiement, et qu'on suppose en monnaie. Eh bien, à peu près aucun de ces éléments ne va de soi à l'époque médiévale, puisque il y a aussi des pratiques de dons et de contre-dons, et dans bien des cas, en particulier pour la première période du Moyen-Âge, on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un don ou d'une vente. Par exemple, un noble faisant une donation à un monastère, c'est une donation, mais il reçoit en échange un don d'argent. Alors, est-ce que c'est un prix ou non? Et est-ce que d'ailleurs le don qu'il a fait ou la vente qu'il a faite sont fiables? Non, puisque ses héritiers, pendant quelques générations, sont encore dédommagés et reçoivent un complément de ce prix. Ou encore, il faut prendre en considération que on a
rarement au Moyen-Âge affaire à des opérateurs neutres, mais on est beaucoup plus dans une continuité de liens, de relations sociales locales, ce qui fait que une transaction s'inscrit dans une chaîne de transactions entre les mêmes personnes, donc avec des solidarités, mais aussi celui qui vend, qui achète une terre et qui donne à celui qui la lui vend une paire de bœufs qui lui permettra d'exploiter, par exemple, d'autres terres. En fait, c'est une façon aussi de marquer une hiérarchie sociale et de le faire entrer dans sa dépendance. Vous voyez donc tous ces éléments qu'il faut avoir présents à l'esprit. Alors, quand je vous parle de la paire de bœufs, là, on est au 9e ou 10e siècle, et les chartes nous parlent de paiements qui ne se font pas tant que ça en argent, c'est-à-dire ni en métal, ni en monnaie, mais en res valentes, en objet de valeur. Tout ce qui a de la valeur peut contribuer à un paiement qui, néanmoins, est le plus souvent libellé en monnaie pour l'évaluation. Alors, 2 petites images pour évoquer, parmi ces moyens de paiement, l'importance du crédit, de la dette. C'est à partir des actes d'une cour d'un paysanne manorial en Angleterre au XIIIe siècle, on peut constater qu'il y avait entre des paysans des centaines d'actes de prêts qui étaient inscrits, soit pour en garder mémoire, soit parce qu'il y avait des contestations. Et vous pouvez voir qu'il y avait aussi bien des céréales, de la monnaie, qui donc étaient présentes aussi dans ces campagnes, dans des transactions entre paysans, telles qu'on a rarement l'occasion d'en voir de façon sérielle. Et puis, avant de passer à la monnaie, à l'argent métal, à la monnaie métallique, un rappel d'un des plus grands historiens qui a travaillé sur la monnaie et son usage à l'époque médiévale, Peter Spufford de Cambridge, et qui souligne qu'il ne faut peut-être pas se focaliser trop sur la question des monnaies matérielles, telles que le font les numismates, mais qu'il faut aussi considérer que, par exemple, l'évolution du taux du crédit en Italie au XIIIe siècle a eu sans doute plus d'impact sur l'expansion de l'économie que la multiplication des moyens de paiement et des monnaies. Et de même, il ouvre sur la question de la lettre de change et des virements bancaires pour souligner le poids qu'ils ont eu dans l'économie. Mais ce sont autant de questions qui seront réservées à une prochaine conférence sur les débuts du capitalisme à l'époque médiévale. Mais c'est un arrière-plan que nous devons bien sûr avoir à l'esprit, même quand il s'agit aujourd'hui de parler plus de métal. Donc là, je mis une thèse récente, décembre 2017, qui a été soutenue sur l'argent et les mines d'argent en Languedoc. Et je soulignerai qu'on a, à partir des années 1150-1160, un grand développement l'exploitation de mines d'argent en Occident, avec des productions que l'on peut, dans certains cas, estimer à partir de textes. Dans d'autres cas, ce sont vraiment des estimations beaucoup plus indirectes et qui montrent quand même une abondance d'argent produit en Occident. Et je vous rappellerai donc qu'avec 1 tonne d'argent, à l'époque de Saint-Louis, par exemple, on pouvait fabriquer 3 millions de pièces. Donc, vous voyez ce que ça donne en ordre de grandeur dans la monétarisation de la société, la diffusion de la monnaie. Alors, je vous ai mis aussi l'exemple des mines de Languedoc. Un conseiller du roi lui suggère d'empêcher qu'il ne soit exporté directement vers la terre des Sarrasins, et il évalue ces exportations
sans dire sur quelle période, à une centaine de tonnes, ce qui n'est pas insignifiant. Alors j'aurai l'occasion de revenir sur la validité des estimations données à partir du XIIIe siècle par les spécialistes médiévaux. Alors, à partir de là, pour l'Angleterre, on a des comptes de fabrication très précis et à peu près exhaustifs. Et donc, vous pouvez voir que la production annuelle, alors en particulier, j'ai pris les périodes de refrappe, celles où on refond l'ensemble de la monnaie en circulation pour la refrapper, et vous voyez qu'on arrive à des productions annuelles de 40 à 50 tonnes d'argent, voire même en une année, l'atelier monétaire de Londres, à lui tout seul, a frappé 61 tonnes d'argent, c'est-à-dire 45 millions de pièces. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, alors, la monnaie métallique est toujours insuffisante pour assurer l'ensemble des transactions dans l'économie. Mais on peut dire que quand même à cette époque-là, 13e, 14e siècle, la quantité d'argent présent et monnayé devait permettre de soutenir déjà un certain fonctionnement de l'économie, un fonctionnement certain même. Et j'avais une chose à dire encore, mais je ne sais plus, cela reviendra. Oui, et pour l'Angleterre, on a pu évaluer que la masse monétaire, enfin Peter Spefford a pu évaluer que la masse des monnaies d'argent en circulation n'avait été atteinte de nouveau qu'à l'époque de Victoria, par rapport à celle du début du XIVe siècle. Alors, connaissez-vous Montreuil-Bonin, à une quinzaine de kilomètres de Poitiers? C'est un joli château construit par Richard Cœur de Lion et dans lequel a fonctionné un atelier monétaire du roi de France pendant un siècle et pour lequel, fait tout à fait exceptionnel, on a directement ou indirectement, mais de façon assez fiable, la possibilité d'évaluer la production monétaire sur donc toute cette période, de 1246 à 1343. Et vous voyez que là aussi, dans alors je ne sais pas s'il y a des pots de vin dans cet atelier qui n'est peut-être pas une capitale, on a pu frapper quand même 12 millions de pièces, soit 5 tonnes d'argent, et à certaines périodes 20 tonnes, c'est-à-dire 4 fois plus. Combien ça ferait 50 millions de pièces. Donc vous voyez le degré de monétarisation. Alors je rappellerai que cette ville de Montreuil-Bonin a été détruite par une chevauchée anglaise du comte de Derby en 1346, et Froissart, l'historien, raconte que le château a été héroïquement défendu par les 300 monnayeurs de la ville. Dans une version ultérieure de son texte, il est question des 200 monnayeurs de la ville. Donc tous les critiques ont retenu que, encore une fois, Froissart donne des chiffres complètement au hasard, donc il ne faut pas en tenir compte. Eh bien, si l'on calcule qu'un monnayeur peut frapper par jour en moyenne 4000 pièces, que pour qu'un monnayeur frappe 4000 pièces de monnaie, il faut qu'il y ait une équipe de 5 ouvriers qui préparent le métal de la fonte jusqu'à la mise en forme, et qu'avec quelques jours fériés dans l'année, eh bien on atteint très facilement les 200 monnayeurs. Voilà, donc qui devaient être actifs. Et c'est aussi une indication sur le poids de ces ateliers monétaires dans l'économie de cette petite ville où il ne devait pas y avoir beaucoup d'autres populations. Alors, je reviens à la politique monétaire. Première condition, pour qu'il y ait une politique monétaire, il faut qu'il y ait des monnaies. On a vu qu'au XIIIe siècle, on en disposait en quantité. Alors, j'écarte l'objection qui veut qu'une politique monétaire porte en économie classique, porte sur les taux, une politique monétaire classique. Et donc, parler de politique monétaire à propos de la monnaie métallique, c'est une hérésie peut-être pour les économistes présents dans la salle, mais je m'y aventure, avec un point d'interrogation bien sûr, pour évoquer les
condition d'abord de possibilité d'une politique monétaire. Alors, je pars encore une fois de Charlemagne, ou plutôt là de son père, Pépin le Bref. C'est le premier texte réglementaire sur la monnaie qu'on ait pour l'époque carolingienne et médiévale. Et ce texte, bon, qui est fort bref, montre d'une part que la monnaie relève du roi. C'est lui qui décide de la monnaie qui doit être frappée et à quelles conditions elle est frappée. On voit que il doit rendre le métal au maître, au seigneur de la monnaie, on pourrait dire au propriétaire du métal. Donc, c'est-à-dire que le public apporte du métal pour le transformer en monnaie. On est dans ce qu'on appelle un régime de frappe libre, tout à fait différent de ce qu'il y avait à l'époque romaine, où c'était l'État qui frappait monnaie selon ses propres besoins, fiscaux, militaires ou autres. Là, les ateliers monétaires ne sont pas alimentés par l'État, mais par le public. Troisième point, si on calcule que l'on fera 22 sous dans la livre, je vous ai expliqué qu'une livre, c'était 20 sous, c'était 240 deniers. Eh bien là, on nous explique que le responsable de l'atelier monétaire frappera 264 pièces. Et ça vaudra une livre. Parce qu'il y en aura 12 pièces qui serviront pour les frais de fabrication et 12 autres pièces pour lesquelles ça n'est pas précisé et qui doivent constituer le bénéfice pour l'émetteur, pour l'autorité émettrice, le profit du monnayage pour l'État, pour le roi. Donc on a un prélèvement sur le monnayage, c'est-à-dire que, et c'est pour ça, je ne sais pas si vous aviez fait le calcul tout à l'heure, que dans une livre de 496 grammes de Charlemagne, il y a plus que 240 fois 1,80 g. Je pense que vous alliez me poser la question, évidemment. Voilà quelques points clés du monnayage à l'époque médiévale. Également, les souverains carolingiens pratiquent la refonte générale de la monnaie, ce qu'ils appellent dans cet acte qui est appelé nova moneta, c'est-à-dire que toutes les monnaies anciennes doivent être rapportées à l'atelier monétaire pour être refrappées dans une nouvelle monnaie, ce qui pour l'État est l'occasion de prélever justement ce petit prélèvement d'1 sou par livre qui était indiqué tout à l'heure. Et donc on a un système de nova moneta ou de rénovatio monetae qui est attesté au Xe siècle dans divers pays d'Europe et qui est suivi en Angleterre quand on a des chiffres au XIIe, XIIIe siècle par des refontes générales, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit qu'à cette occasion, il y a non seulement des fabrications de millions et de millions de pièces, mais vous voyez qu'il y a des recettes pour le roi qui peuvent atteindre 13%, jusqu'à 30%. Alors sur une brève période de 6 mois, 45% des recettes de la monarchie anglaise. Voilà un peu donc déjà l'importance du monnayage d'un point de vue des finances publiques. Alors, entre-temps, les ateliers monétaires ont été gérés de façon variable. On a d'abord à l'époque féodale des monétarii, des responsables de la fabrication de monnaie, qui sont maîtres chez eux à l'atelier monétaire, moyennant une redevance fixe au souverain, à l'autorité publique. Par exemple, dans cet exemple de Barcelone, il doit verser des céréales au compte et même pas de la monnaie. Et puis, ils doivent quand même verser en proportion de la fabrication un minimum une part minimale de la production. D'autres exemples, en Angleterre, vous voyez que les monnayeurs paient 1 livre par an, plus 1 livre chaque fois qu'il y a une refrappe, justement une refonte, et puis un droit d'entrée en charge. Mais donc là, la redevance qu'ils versent à l'État, au roi, n'est pas proportionnelle à la fabrication. Elle est fixe. Donc là, s'il y a plus de fabrication, tout le bénéfice est pour les monnayeurs et non pas pour l'État. Et ensuite, si la nouvelle monnaie
se trouve contenir moins d'argent, et donc le taux de change de la nouvelle en l'ancienne est favorable, tout l'écart de valeur est au bénéfice des monnayeurs et non pas du roi. Donc voilà. Alors c'est pour ça que dans certains cas, le comte de Ponthieu, par exemple, a la précaution de dire que s'il y a une mutation, c'est-à-dire si on change la monnaie, à ce moment-là, la redevance annuelle restera fixe, mais elle est quand même 10 fois supérieure. Évolution, on continue à aller un peu dans le temps. C'est maintenant des baux monétaires qui sont négociés entre les autorités monétaires et des entrepreneurs qui prennent à bail les monnaies et qui s'engagent à verser une somme, quelques livres par milliers de livres frappés. Voilà. C'est donc une redevance qui est proportionnelle. La seule chose, c'est que si on a justement une mutation, une monnaie, nouvelle monnaie, ou bien si on peut trouver de l'argent à bon prix, du métal à bon prix, le gain sera entièrement pour l'entrepreneur, le monnayeur, et non pas pour l'État. Et c'est à l'époque de Philippe le Bel qu'apparaît la frappe dans la main du roi. C'est-à-dire que maintenant la négociation porte toujours sur la quantité que le responsable de l'atelier monétaire s'engage à frapper, mais aussi non plus sur la part qui est versée au roi, mais sur la part qui revient au responsable. Donc il négocie la part de frais et de bénéfices qu'il peut avoir sur le monnayage. Ce qui veut dire que si la valeur on achète du métal à bon compte, et avec lequel on fabrique toujours autant de monnaie, eh bien, les monnaies supplémentaires qui seront fabriquées par rapport au prix d'achat du métal, tout le bénéfice en reviendra désormais au roi. Et il n'est pas tout à fait indifférent que ce soit justement à ce moment-là que soit apparue une politique active en matière de choix des conditions monétaires, de refrappe, de refonte des pièces, puisque tout le bénéfice, sauf une petite proportion qui revenait au responsable de l'atelier, tout le bénéfice revient désormais au roi. Donc ce terme de seigneuriage est plus ou moins se développe à l'époque de Philippe le Bel, même si ça n'est pas une invention de Philippe le Bel. Et je retiens ce terme parce que c'est à peu près le seul terme d'origine médiévale qui soit encore utilisé par les économistes dans leur approche de la question monétaire. Alors là, j'ai pris ce que j'ai dit à mes étudiants de ne jamais faire. J'ai pris la définition de Wikipédia pour décrire le seigneuriage d'un point de vue économique sur la monnaie fiduciaire ou sur la monnaie scripturale. Alors, nous en sommes donc à l'époque de Philippe le Bel et nous avons vraiment les conditions de possibilité de faire des opérations, ce qu'on a appelé des mutations monétaires, de changer la valeur de la monnaie. Nous venons de voir ce qu'il en était du mode de gestion des ateliers monétaires. Le deuxième point, c'est la capacité législative du roi. Alors, il faut savoir que les premières ordonnances, la première législation royale qui s'applique à l'ensemble du royaume date de Saint-Louis. Et parce qu'auparavant, le roi prenait des décisions qui s'appliquaient dans son domaine, comme les grands princes en prenaient des décisions s'appliquant dans leur domaine. Saint-Louis a pris des décisions s'appliquant à l'ensemble du royaume sur des matières comme le blasphème, par exemple, mais aussi, et c'est à peu près le seul autre domaine où il est pris des ordonnances s'appliquant à tout le royaume, sur le domaine monétaire. Et donc les premières ordonnances royales, une législation publique, porte sur le domaine monétaire à l'époque de Saint-Louis. Il y a 3 ordonnances de Saint-Louis.
troisième capacité qui permet à Philippe le Bel de mener ces mutations monétaires, c'est la capacité administrative, j'allais dire policière du roi. Je vous indique le 13 octobre 1307. Cette date vous évoque peut-être pas directement quelque chose, mais bien le 13 octobre 1307, c'est le jour où partout dans le royaume, à la même heure, ont été arrêtés tous les Templiers. C'est-à-dire une opération de police avec un état de l'administration et des effectifs qui étaient ce qu'ils étaient réduits à l'époque, sans qu'il y ait de fuite, et donc, donc la capacité du roi à contrôler ce qui se passe dans le royaume de façon très efficace. Enfin, et c'est le point que je développerai encore un peu, la capacité intellectuelle de ces agents et conseillers à quantifier, à raisonner en ordre de grandeur, ça commence vraiment à cette époque-là, et puis aussi, et ce sera peut-être le centre de mon exposé, à analyser les phénomènes monétaires en termes financiers et sociopolitiques. Alors, quelques textes pour indiquer la présence d'ordre de grandeur. Vous voyez que c'est le texte que je vous ai déjà cité tout à l'heure sur les exportations d'argent vers l'Afrique du Nord, essentiellement la terre des Sarrasins. 1288, cet autre avis des maîtres des monnaies qui calcule le fait que circulent des monnaies anglaises dans le royaume, calcule le préjudice que ça cause au roi, et aussi le manque à gagner qu'il a, parce que ce n'est pas lui qui frappe dans ses ateliers, avec du bénéfice pour lui de 10%, c'est ce métal-là. Donc vous voyez, là on a des évaluations d'ordre de grandeur, et puis on a un exemple de procès entre le comte de la Marche et l'évêque d'Angoulême. L'évêque et les clercs disent que le changement de monnaie décidé par le comte de la Marche leur a fait perdre 10 000 livres, et le comte de la Marche réplique, mais non, il faut bien calculer, le préjudice n'est que de 2 000 livres, etc. Bon, on a des calculs sur le préjudice causé par la circulation de monnaies un peu plus faibles que les précédentes, parce que ces monnaies sont plus faibles de quelques pourcents que les précédentes. Donc c'est des calculs déjà assez complexes. Et puis c'est le moment où on a aussi les premiers budgets, enfin en tout cas les états des fonds disponibles pour se lancer dans la guerre de Gascogne contre le roi d'Angleterre. Et on voit les différents postes qui sont disponibles, les subsides, les prêts à lever, etc. Et débat de politique monétaire, là c'est un récit qui est fait bien a posteriori, malheureusement, d'un conseil du roi, où certains bourgeois de Paris, qui étaient responsables de l'atelier monétaire de Paris, disent que pour avoir de l'argent pour cette guerre de Gascogne, eh bien, il faut affaiblir la monnaie, que ça rapportera beaucoup au roi. Ces conseillers italiens, Biche et Mouche, lui disent que non, cela donnerait un grand destourbé, un grand dérangement. Voilà, ça perturberait les transactions, l'économie. Alors, ils le disent après coup, parce que là, ils ont écrit ça, il y avait eu la mutation entre-temps et les perturbations. Donc, ils ont un peu possibilité de se donner le beau rôle. Alors voilà, la mutation, elle intervient en effet en 1296, et vous voyez que les nouvelles pièces qui théoriquement sont indiquées avec une valeur de 2 deniers, ce qu'on appelle des doubles, eh bien en fait, elles ne contiennent que 1 denier 2 tiers. 1,66 deniers, donc la nouvelle monnaie n'a un contenu métallique que de 85% de l'ancienne. Donc leur fabrication rapporte 15% d'emblée au roi. Et puis, en plus, cette monnaie va continuer à s'affaiblir jusqu'en 1303, où alors là, son contenu métallique a été carrément divisé par 3. Donc là, on a quand même une bonne
d'évaluation de la monnaie, et avec comme conséquence qu'on a, pour l'époque de Philippe le Bel, on a la chance d'avoir les comptes du Trésor pour 2 années à peu près complètes, entre 1298 et 1300. Et vous voyez que sur 2 millions de revenus, la monnaie représente la moitié. Les recettes de la monnaie, 67% des recettes. Alors par rapport aux autres sources de recettes, et vous voyez même qu'en 1303, le bail de l'ensemble des monnaies du royaume prévoit 2 100 000 livres, alors qu'un subside levé dans le royaume rapporte 730 000. Donc, la politique monétaire de Philippe le Bel, cette mutation, cet affaiblissement monétaire, a répondu à ce qui lui avait été promis, c'est-à-dire un accroissement de ses recettes de façon assez remarquable. Les conséquences. À partir d'un certain moment, il est difficile d'affaiblir davantage la monnaie. Il est difficile de garder la confiance des détenteurs de métal. Et le roi décide de renforcer la monnaie, de revenir à la bonne monnaie antérieure. Et là, c'est le 30 décembre 1306, le roi Philippe le Bel fait face à l'émeute à Paris et doit se réfugier au Temple. Et le prévôt de Paris, Étienne Barbette, voit à sa maison incendiée et saccagée par l'émeute, parce que quand on a renforcé la monnaie, donc 3 fois, qui avait été divisée par 3, on l'a remultiplié par 3. Et là, les loyers à payer, ça a été un choc pour les Parisiens, qui, cela avait été annoncé 2 mois à l'avance, mais bon, ils ne s'y étaient pas préparés pour autant. Et donc, c'est l'émeute. Et puis, un peu plus tard, il y a aussi des indications chez les chroniqueurs, ou la chronique rimée ou celle de Saint-Jean de Saint-Victor, qui évoquent la perturbation que cela cause pour les marchands, ne trouvaient pas comment faire leur contrat. Le royaume en fut merveilleusement désolé, enfin merveilleusement au sens médiéval, mais, ajoute le chroniqueur, les conseillers du roi en tiraient tout l'avantage et le pape y eut aussi largement sa part. Voilà. Bon. Donc il y a toujours un esprit critique pour le roi, ses conseillers, bien souvent ses conseillers italiens en plus, étrangers, et puis le pape. Et voilà, donc, nul blanc argent n'alla par foire, donc il n'y avait plus de monnaie disponible pour les transactions, l'argent se cachait. Voilà une des conséquences de ces mutations monétaires. Alors, je vais peut-être pas... Non, parce que vous présenter quand même dire un mot, puisque donc de ces mutations monétaires, on a retiré l'image d'un Philippe le Bel faux monnayeur, qualificatif qui lui est donné par l'évêque de Pamiers, Bernard Cessé, mais dans des propos intimes. Et il y a surtout la phrase de Dante, celui qui mourra d'un coup de sanglier falsifiant la monnaie. Alors vous noterez tout de même que ça n'est pas dans l'enfer, il est au paradis, Philippe le Bel. Et puis le chroniqueur florentin Giovanni Villani, lui aussi, il dit qu'il a fait empirer et falsifier sa monnaie, mais c'est une accusation de falsification et non pas de faux monnayage. Parce que le même Giovanni Villani, en 1316, à Florence, et d'ailleurs, l'année d'avant, il était lui-même responsable de l'atelier monétaire de Florence, Giovanni Villani. Donc, il décrit qu'à Florence, on a sous la responsabilité du Bargello Lando d'Agobio, on a fait une monnaie fausse qui était quasiment de cuivre blanchi d'argent. Alors, on a cherché, les numismates ont dit, où on va trouver ces monnaies fausses, etc., dans les trésors, dans les fouilles, etc. Non, on n'en a jamais trouvé, c'est simplement que la monnaie qui a été frappée cette année-là, ça n'était pas une pièce à 100% d'argent, comme les gros d'argent précédents, mais c'était une pièce qui n'en contenait que 50%.
Mais son cours était ajusté. C'est simplement que le fait d'appeler grosse monnaie une pièce qui n'était pas d'argent pur est quelque chose de scandaleux. Et donc ce terme, cette notion, et je crois que c'est ça qu'avaient en tête les auteurs quand ils employaient ce terme de falsification. Et ça ne désignait pas cette idée de faux monnayage qu'on cherche, qu'on a tendance à voir directement dans ce genre de texte. Alors voilà le texte que je vous donne à lire et à méditer. C'est un petit peu plus tard, un conseiller du roi de Navarre qui lui indique, qui a reçu une demande de consultation, que faut-il que je fasse comme monnaie? Le roi de Navarre n'avait pas encore frappé de monnaie d'or jusqu'à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là qu'il va un peu plus tard en frapper. Mais donc, et puis, quel type de monnaie doit-il frapper? Eh bien, on a un avis qui est tout à fait de l'époque avec une casuistique. Celui qui veut faire monnaie, il faut chercher ses objectifs. Ça peut être frapper monnaie, c'est affirmer un droit régalien. C'est honneur de seigneurie. C'est une opération de prestige. Deuxième raison, l'utilité, la nécessité qu'a son peuple de monnaie. Donc, aider à soutenir les transactions. Et le troisième objectif, on l'a déjà vu, c'est de gagner l'argent. Et alors là, la justification, c'est la guerre. Si on entend à la guerre comme à la guerre, tous les moyens sont bons, on peut faire de la monnaie, faire tout usage de la monnaie. Et ensuite, il distingue. Pour affirmer son droit monétaire, on peut frapper n'importe quelle sorte de monnaie. De toute façon, c'est une affirmation de souveraineté. Pour aider aux nécessités de son peuple, eh bien à ce moment-là, deuxième niveau de distinction. Quels sont les gens qui ont besoin, qui ont métier de monnaie? Alors, il y a 3 sortes de personnes et 4 sortes de monnaie. Alors, c'est un peu à tiroir. Il y a d'abord tous ceux qui vivent de rentes. Et les rentes, au sens perpétuel, c'était la redevance traditionnelle qui était fixée de façon immémoriale. Et donc là, ceux-là qui reçoivent depuis, je ne vais pas dire depuis Charlemagne, mais enfin qui reçoivent 2 deniers comme droit de redevance sur les terres qu'ils ont concédées aux tenanciers, eh bien si ces 3 deniers sont d'argent pur, ça les intéresse beaucoup plus que si ces 3 deniers sont de bas titres. Deuxième catégorie, donc voilà, les rentiers demandent à ce qu'on ait de la monnaie de haute qualité, des deniers de haute qualité. Ceux qui font de la marchandise, eh bien eux, ce qui les intéresse, c'est une monnaie moyenne qui permet de faire un peu tout, enfin, un peu multicarte. Et la troisième monnaie, c'est pour ceux qui vivent du travail de leur corps. C'est une belle définition. Eh bien, pour eux, l'intérêt, c'est qu'on frappe une monnaie de petite valeur, parce que ce qui leur permettra de subsister plus facilement. Vous savez qu'à l'époque médiévale, le pain valait 1 denier, et que c'était, selon la valeur du blé, que le pain était plus ou moins gros. Et donc, mais pour ça, si 1 denier est une petite pièce, c'est d'autant plus avantageux pour cette catégorie de population. Et enfin, il y a une 4e sorte de monnaie qui est, quand les seigneurs ont guerre, eh bien à ce moment-là, c'est la planche à billets. On peut faire des monnaies de cuivre pur, sans aucun argent, ça peut aller. Mais à ce moment-là, à la fin de la guerre, on doit refaire l'échange. Ça s'est passé assez rarement. Et dernière distinction, il faut, en bonne politique monétaire, favoriser alternativement les différentes catégories en fonction de leurs besoins. Quand le seigneur fait courir sa monnaie 6, 7 ou 8 ans, il doit regarder quelle partie de la population y a pris le plus de dommages. Et alors, il faut
passer de la monnaie la plus profitable à ceux qui avaient eu le plus de dommages auparavant. Donc voilà une bonne politique monétaire conseillée au roi de Navarre. Et vous remarquerez au passage que je l'ai souligné qu'une sorte d'expression de ce qu'on appelle la loi de Gresham, vous savez, la mauvaise monnaie chasse la bonne, et formulée par un conseiller de la reine Élisabeth Ier, et qui en fait apparaît déjà dans bien des textes médiévaux. Par exemple, vous voyez là, toutefois, chaque fois, la faible monnaie tire à soi la forte. Bon, c'est une autre formulation, mais c'est la même logique de l'économie monétaire qui est décrite. Alors ça, je ne vais pas passer. D'autres consultations d'experts pour savoir comment ramener le métal qui a été exporté à cause d'un mauvais rapport entre l'or et l'argent, comment rétablir la monnaie de Saint-Louis, etc. Et là, pour cela, le roi consulte des villes. Et là, je vous ai mis des extraits de la convocation ou de la ville de Montpellier, qui devait envoyer 2 conseillers pour diriger la politique monétaire royale, et les villes de Languedoc de façon plus générale. Enfin, il y a tout un dossier intéressant. Je passe aussi sur la façon dont, après Philippe le Bel, on a, pendant la guerre de 100 ans, utilisé, non plus, je dirais plus que c'est de la politique monétaire, je dirais que c'est de la technique, avec une grande maîtrise pour créer du profit à partir de la quantité de métal disponible, avec un nom à retenir qui est ce de Jean Poilevillain, qui a été 3 fois responsable de la politique monétaire, 3 fois emprisonné, mais 3 fois ressorti de prison parce qu'on avait besoin de lui. Alors là, quand il est devenu pour la dernière fois souverain maître des monnaies, il a exigé d'avance une attestation qu'il ne pourrait pas être poursuivi pour ce qu'il allait faire. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais qui fonctionnait avec un réseau de correspondants, j'allais dire d'initiés, pour ajuster à partir du métal disponible dans chacune des régions du royaume pour en tirer le maximum de profit. Et bon, avec aussi, et c'est tout à fait remarquable, une circulation de messagers presque chaque semaine pour échanger l'information, parce que vous voyez la taille du royaume de France, et avec quand même des records de circulation pour échanger des informations monétaires. Bon, l'envoi le plus spectaculaire, c'est celui du 2 mars 1347. Les messagers partent le vendredi. On rédige une lettre, on la leur remet le vendredi. Et le mercredi, ils doivent être à Montpellier. Calculé, et il n'y avait pas de relais de poste à l'époque. Donc comment ont-ils fait? Et c'était, ça c'est un exploit, mais la densité et la rapidité de cette circulation d'informations était tout à fait remarquable. Deuxième texte que je voulais vous faire lire, c'est Nicolas Oresme, à la suite de ces manipulations de Jean Poilevillain, évêque de Lisieux, futur conseiller de Charles V, a écrit un traité de la monnaie pour dire que les mutations étaient scandaleuses, que c'était un crime pour le prince que de s'y livrer. Or, dans une deuxième version, un peu plus tardive, le roi Jean le Bon a été fait prisonnier. Comment payer sa rançon? Eh bien, à ce moment-là, vous trouvez sous la plume de Nicolas Oresme un éloge de la politique monétaire de mutation qu'il faut vraiment lire, puisque c'est une opération qui rapporte beaucoup de gains en peu de temps, facile à collecter, à répartir, parce que quand le roi voulait lever un impôt, il devait réunir les États, les faire voter. Et après ça, les États disaient qu'il fallait qu'ils se retournent, les délégués allaient voir leurs mandants. Et puis, etc. Ça prenait un certain temps. Ensuite, il fallait envoyer des collecteurs. Et les collecteurs aussi ne se faisaient pas payer tout de suite. Et puis, il fallait qu'ils soient appuyés par des sergents pour que les paiements se fassent. Donc, vous voyez, pour la mutation monétaire, au contraire, les gens qui ont de la monnaie et qui doivent la transformer en nouvelle monnaie, qui seule est valable, vont spontanément à l'atelier monétaire se faire prélever. Et en plus, c'est
un prélèvement qui est proportionnel, parce que plus on est riche, plus on sera prélevé. Tandis qu'en général, les plus riches arrivaient dans les répartitions à être moins imposés. Pas possibilité de fraude. Et puis aussi, c'est a priori peu visible et indolore pour la population. Donc voilà la réforme fiscale qui est idéale, et en plus, elle est générale, car ni le clerc, ni le noble ne peuvent s'en exempter. Donc elle touche vraiment, c'est l'égalité parfaite devant la mutation monétaire et la politique monétaire. Voilà une très belle description. Alors, tout ça se termine en 1360 par la création du franc, qui arrête le cycle des mutations monétaires et qui, dans la même ordonnance, crée l'impôt permanent, la taille, les aides, la gabelle. C'est le même texte qui est stabilité monétaire égale impôt direct ou indirect permanent. Et alors, parce que je ne sais pas si je vais vraiment vous décrire la crise de 1420, parce que je suis un peu ennuyé là, qui relevait d'une part d'une ambition théorique sur laquelle je vais passer, puisqu'il y a eu un ouvrage sur les crises monétaires, où la comparaison du fonctionnement des crises monétaires, boîte noire que seule la crise permet d'ouvrir. Voilà. Alors, la crise monétaire des années 1417-1422, une crise de grande inflation, point d'interrogation. Vous voyez que là, ça c'est la valeur, le contenu d'argent dans un sous-tournoi. En 5 ans, il passe de 1,12 g à 3 centigrammes. D'évaluation de 97%, division par 38 de la valeur de la monnaie. En 5 ans. Donc c'est un épisode qui aurait dû marquer les mémoires et les esprits. Malheureusement, comme je vous le disais, elle est assez mal connue. On a peu de documentation pour la décrire. Alors, je passe sur la période intermédiaire de relative stabilité entre 1360 et 1413. Oui. Alors, on monte progressivement vers la crise, dans la mesure où, après la folie de Charles VI en 1392, les princes s'efforcent de contrôler les finances du roi. Et vous voyez qu'ils reçoivent des centaines de milliers de livres chaque année par rapport aux revenus du royaume. Donc, la politique monétaire est difficile. On est à une période où la production monétaire est peu active. Vous voyez, par exemple, par rapport à 1360 pour l'or, l'argent, en 1402, les quantités produites sont bien inférieures, notamment pour l'argent. On peut comparer, dans le cadre de la France, pour laquelle on n'a qu'une partie des comptes d'ateliers monétaires, notamment pas ceux de Paris, on a à peu près la même image. La circulation monétaire, pendant cette période de stabilité, est homogène dans tout le royaume et elle reflète à peu près la production monétaire. Donc on a une circulation monétaire qui est vraiment calquée sur et homogène dans le royaume. Et puis on a eu un léger affaiblissement, enfin c'est quand même 40% en 52 ans, enfin c'est un taux d'inflation qui est pas dramatique, hein, ça fait 1% par an, bon, pendant les années précédentes. Alors que se passe-t-il? Voilà les monnaies concernées par cette crise. C'est une nouvelle pièce qui est frappée en 1417, ce gros devin denier appelé florette, et vous voyez d'émission en émission la qualité des pièces, leur couleur aussi. Alors parce que là, j'ai rajouté, mais avec une autre diapo, la dernière émission qui est quasiment du cuivre pur. Voilà, encore autre image de l'évolution de ces pièces. Je
voulais souligner aussi que c'est quand même une période de grande crise politique, les années 1417-1422, avec la conquête du royaume par Henri V d'Angleterre, les guerres entre Armagnac et Bourguignon, Azincourt, la séparation du royaume quand Charles le Dauphin fait tuer son cousin le duc de Bourgogne, et le traité de Troyes de 1420 que nous allons célébrer cette année avec tous les faces que ça mérite, donc où le royaume est promis à Henri V comme héritier de Charles VI et qui épouse la fille de Charles VI, Catherine de France. Mais en 1422, Henri V meurt, et en octobre, Charles VI meurt aussi. Henri VI, le fils de Henri V et Catherine, né en 1421, hérite donc à la fois du royaume de France et d'Angleterre, mais Charles VII, le dauphin, se proclame roi. Donc on a cette division du royaume qui explique aussi qu'on ait des politiques monétaires un peu différenciées selon les zones du royaume. Je passe, voilà, on a ces différentes autorités essaient chacune de profiter de la monnaie, et c'est un peu pour ça qu'on a cette course à l'affaiblissement. Quand un des protagonistes affaiblit sa monnaie, l'autre est obligé de l'affaiblir aussi, sinon l'argent vaut plus cher chez lui que chez son voisin, moins cher chez lui que chez son voisin, et ce sera l'autre qui attirera le métal et qui permettra d'avoir du monnayage et donc des bénéfices et d'avoir aussi du cash pour payer les troupes, et etc. Donc voilà tout l'intérêt de ces opérations. Vous voyez donc là, le renforcement se fait plus ou moins tôt, la remontée pour le roi d'Angleterre, Charles VI, Henri V ou le duc de Bourgogne, que pour Charles VII, qui ne renforce la monnaie que quand il devient roi. Peut-être considère-t-il que quand il est roi, il n'est plus de sa dignité de faire de la très mauvaise monnaie. Et vous voyez les ateliers monétaires qui se multiplient, qui s'implantent les uns à proximité des autres. Alors, Charles VII a bien joué pour maximiser le profit de ces ateliers monétaires en à la fois affaiblissement le contenu de la monnaie, le contenu d'argent dans sa monnaie, d'un sou dans son gros de 20 deniers, et aussi en gardant un taux de prélèvement important. Vous voyez là cette courbe, c'est dans une livre d'argent combien il y a de grammes d'argent dans une livre tournois. En haut, c'est dans la livre tournoi, la sortie de l'atelier monétaire, et à gauche, c'est l'argent, le prix d'achat de l'argent qui sert à fabriquer cette livre tournoi. Vous voyez que l'écart entre les deux est important et qu'on a un taux de prélèvement, de bénéfice pour le roi qui varie entre 40 et 50%. Donc, c'est-à-dire, c'est une fabrication très profitable. Alors, la production, je ne vais pas commenter, elle se maintient à un niveau élevé. Et dès que la production commence à faiblir, c'est-à-dire qu'on manque de métal, on fait un nouvel affaiblissement pour attirer de nouveau du métal ou pour recréer une marge de gain. Alors, en quantité d'argent, ça fait que d'une émission à l'autre, on en frappe de moins en moins. Mais on continue à frapper le même nombre de pièces. C'est-à-dire qu'on atteint peut-être aussi la limite de capacité de production des ateliers qui ne va pas à l'infini. Là, ce tableau n'est pas très lisible. On voit ce que ça rapporte, la dernière colonne, en livres par jour. L'atelier monétaire de Tours rapporte 1000 livres par jour au roi, à peu près. Mais en argent, ça représente de moins en moins. Ça passe de 4 kilos à 1 kilo d'argent. Alors, ensuite, bien, comment peut-on vivre dans une telle crise ou survivre? On assiste à un certain nombre d'éléments. Le fractionnement de la circulation monétaire. Donc, il y a des gens qui peuvent y gagner ou y perdre. Il y a la difficulté pour tous les marchands de passer des opérations, de passer des contrats. Ça conduit à une fuite devant la monnaie.
Il faut adapter les prix et les salaires à cette chute vertigineuse de la monnaie. Et donc ça oblige chacun à gérer ses avoirs monétaires et métalliques avec soin, et donc à regarder ces pièces non plus comme des signes monétaires, une pièce vaut une pièce, mais les regarder chacune pour leur contenu en tant qu'objet. Et puis, il y a toute une série de pratiques d'indexation. Oui, j'en suis encore loin. 2 trésors monétaires, un en Touraine, un dans le Gard. Vous voyez que les ateliers monétaires représentés sont locaux. On a une fragmentation de la circulation monétaire. Je ne vais pas plus loin. Les contrats notariés, alors à partir de Toulouse, de l'étude de Philippe Wolff, il distingue qu'on voit qu'à partir de 1420, eh bien, on se met à compter et à évaluer les contrats en or. Mais pendant la période de la crise même, ça n'est pas très clair. C'est après, les gens ont été échaudés et ils passent tous leurs contrats en or. Mais on manque de données pour la période même de la crise. Et là, on ne sait pas très bien comment les gens ont réagi. Autre étude sur les chiffres tirés du tabellionnage de Rouen par Philippe Lardin. Là aussi, on voit que c'est après le renforcement de janvier 1422 ou février que les choses évoluent. Alors, je vous reprends ces chiffres parce qu'on en a très peu de séries de chiffres et d'évaluations. Différenciés selon les biens, les salaires aussi, il y a des gens qui gagnent, des gens qui y perdent. La plupart, on peut voir que les ouvriers les plus spécialisés sont les mieux lotis. Dans la plupart des textes qu'on a, on a simplement une mention que la monnaie est estimée, réduite, la faible monnaie réduite à 4 fois ou 5 fois moins que la bonne monnaie. On en arrive à considérer l'or comme une marchandise. Même l'argent, dans ce relevé de troncs sur le Rhône, on arrive à trier les pièces de bon contenu métallique pour leur valeur. Donc il y a fuite devant la monnaie, accaparement, anticipation de pertes. Et puis après, donc je ne vais pas vous présenter l'écu d'or comme élément d'indexation dans quelques textes, en Béarn, à Orléans, à Montpellier, donc avec ce texte que je vous ai déjà montré. Et là, on a le cours de l'écu mois par mois, et on peut observer, et de l'écu et du mouton d'or, et on peut observer que là, j'ai 1/10 de gramme d'or pour 1 gramme d'argent. Voilà le rapport. Et vous voyez que là, en revanche, la courbe est très similaire. C'est-à-dire que l'or est indexé sur le prix d'achat de l'argent. Et que tout l'écart entre l'achat et la frappe, tout le bénéfice, n'est pas pris en compte dans l'indexation. Et donc, on voit qui gagne à la mutation, même avec l'indexation, c'est le roi. Et c'est ceux qui ont dépensé au plus vite cette monnaie. Je laisserai comme citation de conclusion une citation de Monstrelet, donc le chroniqueur bourguignon de la période. « Furent moult de gens troublés, voyant que leur chevance qu'ils avaient monnaie dessus dite était diminuée la 8e partie, c'est-à-dire que ça avait été divisé par 8. Eh bien, ça a été au moins un trouble moult que cette crise monétaire, mais j'ai été un peu dans l'incapacité de la suivre dans le vécu des gens. Et je vous laisse donc avec simplement ces éléments de réflexion.
Merci, Monsieur Bonpère, pour ce très bon et très détaillé exposé sur l'abonné au Moyen-Âge. Et justement, vous avez parlé à plusieurs reprises de chevance, et également dans cette dernière citation. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le sens de ce terme? Alors, la chevance, on pourrait dire aussi, c'est le capital. D'accord. C'est la même. Ça vient du chef, comme capital vient de caput, la tête également. Donc c'est vraiment l'avoir des gens, ou bien l'avoir du roi, la chevance de la guerre, et là, la chevance des gens. D'accord, voilà. Très bien. Je laisse la parole à la salle, Madame. Moi, j'aurais une autre question plus technique. L'or et l'argent, ce sont des minéraux qui proviennent de la terre, dessous, du sous-sol. Il n'y a quasiment pas de mines d'or en France, il n'y en a pas vraiment, il y en a eu un peu, mais peu. Il y avait des mines d'argent, notamment dans les granites et dans les massifs forestiers, notamment en Massif central, Alpes et Pyrénées, mais aussi beaucoup en Massif central, avec les mines de plomb argentifère qui sont toutes fermées désormais depuis très longtemps, mais qui ont quand même alimenté ces masses d'argent qui permettaient de fabriquer les monnaies. Et par rapport à ça, j'aurais une question plus... je m'étais toujours posé la question de savoir si la richesse du sous-sol avait contribué à la richesse de la France, du pays tel qu'il était, et comment ça s'était passé. Et notamment, je voudrais aller un peu dans une période que vous avez un peu évoquée. Jacques Coeur, qui est à la fois de Bourges et de Montpellier, a été un grand argentier, un grand commerçant. Donc comment on situe cette économie dans d'une époque qui pour moi était florissante et dont vous venez de nous décrire que c'était une crise monétaire absolument effrayante. Donc comment on gère cette contradiction entre un commerce qui utilise quand même sinon de la monnaie ou des échanges de biens, ce que vous nous avez exposé, et cette apparente prospérité historique. Pour moi, grosso modo dans ma tête, Bourges-Montpellier, c'était le Massif central, et donc des mines, et notamment des mines d'argent, dans les sous-sols. Voilà. Alors, Jacques Coeur s'est en effet beaucoup intéressé à ce domaine. Il avait commencé sa carrière d'ailleurs comme assistant du responsable de l'atelier monétaire de Bourges, qui avait été condamné à cette époque-là des mutations monétaires. Et il avait largement investi, notamment dans les mines d'argent des monts du Lyonnais, les mines de Pampailly, pour lesquelles on a un peu des comptes d'exploitation, qui donnent des productions de l'ordre de dizaines de kilos d'argent. Enfin, on n'est pas dans les tonnes, enfin, ou dizaines ou centaines, un peu dans la durée. Donc, pour moi, c'est une vraie question. Les évaluations de production des mines d'argent du Massif central, sur lesquelles donc, il y a eu des travaux, les comptes ne donnent pas de chiffres, ou alors des chiffres très réduits, mais il y a certainement eu des exploitations importantes, et le seul chiffre que j'ai pu vous donner, c'est l'argent neuf des minières de Languedoc qui représente 100 tonnes exportées chez les Sarrasins. Donc, ce qui signifie quand même qu'il y avait des productions importantes. Et Jacques Coeur s'est appuyé sur le métal pour faire des trafics également au niveau méditerranéen, puisqu'il a été accusé d'exporter vers Rhodes des lingots d'argent, mais d'argent qui n'étaient pas d'aussi bon titre qu'ils auraient dû. Et en échange, certainement, en retour, revenaient d'autres métaux. Donc la circulation de la mine à l'atelier monétaire n'est peut-être pas aussi directe qu'on peut le penser, mais les masses de métal issues des mines servaient à alimenter des réseaux d'échange à longue distance. Donc, à l'époque du XIIIe siècle, on voit la terre des Sarrasins. Donc, je pense que les métaux n'allaient pas à l'atelier monétaire de Montpellier, mais ils étaient exportés. À l'époque de Jacques Coeur, ça devait être la même chose. Il y avait un faisceau de métaux qu'il essayait de centraliser pour un commerce international
plus que pour l'atelier monétaire. Et personnellement, en ayant travaillé d'abord à partir des ateliers monétaires, j'avais l'impression que les mines étaient insignifiantes. Et puis travaillant à une autre échelle, ou travaillant sous terre, enfin moi j'y suis pas beaucoup allé, je pense que j'ai complètement révisé ma position et je pense que cette production nationale a eu un rôle significatif. Alors, l'or, donc la France n'en avait pas. Et si les conseillers de Philippe le Bel ou de ses fils ont été consultés pour savoir comment faire revenir l'argent qui était parti du royaume, eh bien, la réponse, c'est parce que des subtils et malicieux marchands italiens ont fait venir de l'or à cher marché contre de l'argent, et que donc c'est comme ça que c'est par le jeu d'un rapport de l'or à l'argent très favorable à l'or en France, à l'époque au début du XIVe siècle. Le roi de France est soucieux de sa fabrication d'or, et donc c'est une exportation d'argent pour une entrée d'or. Au début de votre exposé, vous avez parlé des ordres mendiants. Donc je voulais savoir pourquoi des ordres qui, en fait, n'avaient pas du tout de rapport avec l'argent étaient si intéressés par la théorie économique, la théorie des échanges. Alors, je pense que l'intervention de Vincent Chalais reviendra davantage sur ces aspects, mais je dirais d'un mot que le souci de pauvreté chez les franciscains était très important, et ils voulaient savoir comment faire fonctionner un monastère, un couvent, de façon à ne pas se laisser corrompre par la monnaie, par l'argent. Et donc c'est toute la question qui a été étudiée par Giacomo Todeschini de l'usage pauvre de l'argent. Comment rester pauvre en utilisant l'argent, usus pauper. Et c'est le questionnement de départ des franciscains qui les a conduits à démonter un peu les mécanismes économiques et à en chasser ce qui était... à chasser de l'ensemble de la réflexion des choses qui étaient considérées comme condamnables, mais qui leur paraissent acceptables. Donc c'est vraiment très, très rapide comme réponse. J'ai une question, parce que je ne connais pas assez du tout votre domaine, donc j'ai bien compris que la crise dont vous avez parlé est une crise d'inflation, de monnaie qui se perd, mais je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'il avait fallu comme ça dévaloriser la monnaie, de mettre de moins en moins d'argent dans chaque pièce. Alors, le point de départ, c'est le souci financier. Donc, les différents protagonistes de la guerre civile ont des besoins d'argent, ont des besoins de monnaie, de cash pour payer leurs troupes. Et ils savent, depuis Philippe le Bel, que la mutation monétaire rapporte. Et là, ils créent des taux de prélèvement de 40%. Mais si leur concurrent ne prend que 35% pour faire la même qualité de monnaie, les marchands vont lui apporter le métal. Et donc, ils sont obligés, soit eux, à leur tour, de réduire leur profit à 30%, mais ils préfèrent augmenter le prix d'achat de la monnaie, mais faire une monnaie plus mauvaise pour garder à la fois leur profit. Donc, voilà un peu l'enchaînement qui n'est pas qui n'est pas d'ordre économique, mais qui est vraiment d'ordre financier et de rivalité et dans le financement et l'approvisionnement des ateliers monétaires. Une question concernant les Templiers. Vous êtes passé sur le sujet assez rapidement. Je crois qu'ils avaient une influence en tant que banquier. Peut-être vous pourriez nous en parler un petit peu ? Alors, je vous invite à venir donc à la conférence de Vincent Chalais qui...
présentera justement ces aspects du début de la banque et du capitalisme à l'époque médiévale. Et je pense que les Templiers y auront toute leur place. Alors, à l'époque de Philippe le Bel, le trésor du roi a été en deux périodes tenu par les Templiers. Donc, ils centralisaient l'ensemble de la comptabilité royale. C'est quand même, c'est un signe du rôle qu'ils pouvaient jouer. Je suis... Une question de compréhension. Donc, admettons que je sois un bourgeois et que je vends de telle ou telle chose. Donc, mon capital que j'avais, je serais obligé en fait de vous le rendre pour une frappe. C'est-à-dire quelle est ma contrainte? Parce que admettons qu'on me présente, je vends 2 ou 3, des choses. On va me proposer une monnaie à un temps T d'une certaine valeur, mais après, la nouvelle monnaie arrive. Moi, je serai, en tant que vendeur, assez enclin à préférer la première que la deuxième. Surtout vu les images que vous avez montrées et à quoi ça ressemblait. Donc, quelle est la contrainte qui se pose à moi? Est-ce que j'étais obligé de rapporter ma monnaie pour qu'elle soit refrappée? Et est-ce qu'il y avait d'autres monnaies qui étaient en concurrence, des monnaies étrangères, qui faisaient en sorte que on me présente soit une monnaie de piètre qualité face à des monnaies étrangères qui, elles, peuvent être autrement plus concurrentielles en tant qu'acheteur pour les échanges? Alors, la contrainte, c'est normalement de recevoir, là c'est la même pièce, le même gros qui a été de plus en plus affaibli. Donc la contrainte, normalement, c'est de recevoir une pièce pour une pièce. Mais on voit que déjà au cours de l'affaiblissement, à partir de 1421, c'est ce compte de collecte dans un tronc à Lyon, montre que les gens qui ont récupéré la somme ont mis de côté les pièces les meilleures, pour les prendre pour billons, c'est-à-dire pour leur valeur d'argent. Donc on en arrive à ne plus avoir de confiance dans la monnaie en tant que monnaie à prendre au compte, mais à la regarder comme un objet. Donc, et dans ces conditions-là, une monnaie étrangère, logiquement, sera surcotée et aura un cours supérieur qui s'élèvera au fur et à mesure de la dévaluation. On le voit pour les monnaies d'or, pour lesquelles c'est noté et relevé donc à différents endroits du royaume, c'est noté dans des actes notariés aussi, à tel cours, etc. Pour d'autres monnaies d'argent étrangères, les attestations sont malheureusement bien moindres. Et ce que je voulais souligner, c'est que pour cette période, on a très peu de comptes, curieusement, conservés. Alors, est-ce que les gens n'ont pas tenu de compte, ou est-ce que ceux qu'on a conservés, on fait, pour l'ensemble de l'année, je divise par 5 la valeur, alors que chaque versement aurait dû être pris en considération avec des valeurs différentes. Je pense que si on a peu de comptes, c'est que les gens n'ont pas su très bien comment se protéger efficacement. Bonsoir. Vous avez évoqué la concomitance de la stabilité monétaire et de l'apparition des impôts permanents. Pourriez-vous nous donner davantage d'explications sur le lien qu'il peut y avoir entre les deux, s'il vous plaît? Alors, le texte de cette ordonnance de 1360 est très, très intéressant à lire. D'abord, il raconte toute l'histoire de la guerre de 100 ans et tout ce qui s'est passé. Et il en arrive à expliquer que le roi a obtenu des ressources par son droit de muer la monnaie, mais que que les transactions étaient perturbées et que dans sa bonté, il veut maintenant créer une monnaie stable. Mais n'ayant plus les ressources qu'il est en droit de tirer de l'affaiblissement de la monnaie, il demande une compensation. Et on voit tout au long du XIVe siècle, dans les assemblées d'État, le roi convoque des assemblées en disant «
pour délibérer, pour qu'on ait une monnaie forte et stable, pour revenir à la monnaie du bon roi Saint-Louis. C'est le message d'appel, mais les délégués des villes aux États savent très bien que la stabilité monétaire sera compensée par le versement d'un subside. On a vraiment un balancier monnaie et impôt qui opère dès l'époque des fils de Philippe le Bel, donc jusqu'à cette ordonnance de 1360 qui consacre effectivement le système avec un renoncement aux mutations monétaires, moyennant une fiscalité qui va bien rentrer et donc qui permet d'assurer effectivement la stabilité monétaire et de faire que le franc, qui est l'équivalent de la livre, soit devenu en quelques années l'équivalent de la livre et que le nom soit resté ensuite pour désigner la livre en France. Alors, je ne sais pas si ça suffit comme réponse. Bonsoir. En fait, c'est peut-être le prolongement de cette même question, c'est plus sur la sortie de crise. Déjà, pour les causes de la crise, vous êtes revenu là-dessus tout à l'heure. Pour moi, en résumé, j'ai l'impression que c'est une succession de rois qui ont cédé un peu à l'argent facile et en période de crise, voilà, fallait renflouer les caisses et ça s'est fait comme ça. Mais est-ce que le contexte a changé? Enfin, qu'est-ce qui a fait justement que le nouveau roi qui a changé tout ça en disant voilà, il faut une monnaie plus stable, une monnaie forte? Est-ce que le contexte a changé en fait? Alors, il me semble que l'intérêt au XIVe siècle, c'est que la question monétaire est une question sur laquelle chacun a un avis et que c'est une question sur laquelle il y a l'émergence d'une opinion publique. Bon, de même qu'à la fin de la guerre de 100 ans, il est clair qu'on n'aime plus les Anglais. De même, dès le début du XIVe siècle, on dit que c'était beaucoup mieux du temps du roi Saint-Louis et qu'il faut retourner à la bonne monnaie du roi Saint-Louis, qui est puisque vous savez qu'à l'époque médiévale, quand on emploie le terme de réforme, ça veut dire revenir aux bonnes pratiques de l'ancien temps. Et donc Saint-Louis marque de ce point de vue. Donc dans le discours et dans la perception du public, la stabilité monétaire est un attendu. Et la mutation passe très mal. Donc un théologien un savant comme Nicolas Oresme théorise le fait que la mutation monétaire est scandaleuse, même s'il en fait l'éloge dans un passage. Donc on a vraiment cette perception et la description qu'en fait Oresme sur les inconvénients qui en résultent pour certaines catégories de la population par rapport à d'autres, les inconvénients pour la certitude des transactions, etc. Tout ça est aussi bien connu. Donc la demande de stabilité monétaire est une donnée à mon avis. L'impression que j'ai eue à vous écouter, c'est que grosso modo, les gouvernants français, les rois donc, avaient une logique de déflation à peu près systématique, même si de temps en temps on a des édiles comme Saint-Louis ou comme celui qui a créé la taille, comme c'est qui déjà? C'est Jean le Bon. C'est Jean Bon, voilà, donc Jean le Bon, ont eu des ambitions de stabilisation et de régularisation du système. Est-ce que c'est cette tentation qui est quand même, que je perçois plus, c'est peut-être une erreur, très française, y compris au XXe siècle, où les politiques monétaires françaises ont été déflationnistes, systématiquement. Donc, quand on a créé le nouveau franc, quand Giscard d'Estaing a enclenché un processus de déflation très important, est-ce que c'est la construction de la France en tant que pays, qui est un pays gagné sur d'autres, est un peu responsable de ça, ou est-ce que c'est une faiblesse endémique? C'est un peu lourd, ma question, j'en ai conscience. Mais sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors, je vais répondre
en regardant du côté des historiens anglo-saxons. Parce que l'Angleterre, elle, a eu une stabilité complète. Et donc l'image qu'avaient les historiens anglo-saxons de l'histoire monétaire de la France, c'est vraiment une succession de dévaluations et de crises continue. Donc c'est une vision que donc la France est un pays d'inflation incontrôlée et de dépenses incontrôlées. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est faire de l'anachronisme, mais la politique monétaire, enfin, les rois se situaient plutôt dans cette notion de stabilité et de retour à la monnaie de Saint-Louis, et aussi c'était lié avec c'est le titre d'un article qui a été fait sur la création du franc comme blocage d'une société. C'est-à-dire cette politique de déflation comme figeant la société à l'avantage des clercs et des nobles et des rentiers. Voilà la vision qu'on en a eue. Oui, ça a été ressenti comme ça. Quand on a retrouvé donc ces textes contemporains, ça confirme que les contemporains avaient effectivement cette vision. Donc la vie de Guillaume Le Sauterelle va dans ce sens-là. Est-ce que, sauf erreur de ma part, donc peut-être que les rois de France usaient pour des revenus de la mutation, mais le premier roi qui a réfuté sa dette, c'était Édouard III d'Angleterre. Est-ce que c'était une autre façon de dire, certes, j'ai moins de revenus, mais par contre, mes débiteurs, je les élimine? Voilà. Oui, la banqueroute de l'Angleterre qui a créé non pas une crise monétaire, mais une crise financière généralisée, puisque ça a entraîné la faillite de toutes les super compagnies italiennes, des Bardi et des Peruzzi. Je pense que là aussi, ça reviendra dans la présentation de Vincent Chalais. On connaît bien le fonctionnement des Médicis au XVe siècle, mais il faut savoir que dans les années 1340, les compagnies des Bardi et des Peruzzi avaient un capital et un nombre d'agents à peu près 10 fois supérieur. Donc il y a eu un ordre de grandeur perdu, et c'est la banqueroute du roi d'Angleterre qui a fait tomber tout le système de crédit et de confiance des compagnies financières. En revanche, Édouard III n'a jamais affaibli sa monnaie. Et très sagement aussi, il n'avait pas frappé de monnaie d'or. Il ne frappait que de l'argent dans la continuité de l'ancien système, sans avoir à craindre les mouvements d'or sortant du royaume pour faire venir l'argent, etc., qui avaient affecté et pas mal troublé le jeu en France. Bonjour, merci. Il y a quelque chose d'un peu troublant dans votre exposé, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas trop spécialiste de la monnaie. Ça donne quand même l'impression que dès le départ, disons, la création de la monnaie a entraîné véritablement une centralisation absolue, pratiquement, de la gestion pour permettre au pouvoir central de bien fonctionner, d'en tirer tous les profits dont il avait besoin, sans toujours vraiment se préoccuper de ce qui se passait au niveau de la population qui devait encaisser les chocs comme elle le pouvait. Quand ça s'est un peu déstabilisé par tous les systèmes de dépréciation, on passe à un système où on met en place l'impôt, qui à nouveau est complètement largement centralisé, avec tous les avantages et inconvénients qu'il peut y avoir derrière. Avantages pour le centre et des avantages peut-être pour en bas, qui a du mal à contrôler. Quand on rapproche ça de ce qui est en train de se passer maintenant, et qu'on voit par exemple des gens qui essaient de créer des monnaies sur Internet, disons, avec des volontés de création de monnaie complètement décentralisées. C'est-à-dire de se dire ces systèmes finalement de monnaie qui donnaient un pouvoir absolu à ceux qui détenaient la possibilité de frapper la monnaie ou d'intervenir sur la frappe de la monnaie, ils doivent disparaître pour permettre, disons, qu'on ait une démocratie peut-être financière beaucoup plus large. Je ne sais pas, c'est un peu l'impression que ça me donne. Peut-être que je me trompe.
Voilà, non, c'est tout à fait intéressant. La part de... Bon, il y avait eu des grandes enquêtes historiques sur la genèse de l'État moderne et la question des finances publiques, de l'impôt, était évidemment venue sur la table très, très vite. Et puis, mais ce que je pense, c'est que la monnaie va, voire précède l'impôt dans ce schéma. Et qu'en France, ça a été vraiment un élément de la construction monarchique, en s'appuyant sur la monnaie et l'impôt dans cette logique centralisatrice, et avec ce phénomène du seigneuriage, du prélèvement, ceux dont veulent s'affranchir les monnaies, enfin je pense, pas si on parle du bitcoin ou autre, et en même temps, moi ce qui me fascine dans ces monnaies, c'est la façon dont on en parle en faisant des métaphores avec l'or, par exemple, avec le minage, enfin des choses, enfin, tous les métaphores qui sont derrière et qui renvoient à des réalités qui sont peut-être pas très compréhensibles pour les économistes qui ont l'habitude de travailler sur la monnaie scripturale, fiduciaire, etc. Alors que pour ceux qui travaillent sur des monnaies très anciennes, monnaies métalliques et autres, on retrouve des choses avec lesquelles on peut davantage discuter. Bon, enfin, et ça, c'est une réaction personnelle. Mais en fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que la valeur d'une pièce dépend de la quantité d'argent qu'elle contient? Et en cas de mutation, est-ce que, puisqu'il y aura moins d'argent dans le même nombre de pièces, ça justifie l'augmentation du nombre de pièces pour l'acquisition d'un bien? Alors l'équilibre entre valeur intrinsèque et valeur fiduciaire des monnaies métalliques est quelque chose de... Enfin, toujours un effet un peu d'équilibrisme, avec les pièces d'or qui ont une circulation internationale, la valeur intrinsèque pèse, enfin, est fondamentale. Et par exemple, dans cet épisode d'inflation, elles continuent à circuler et c'est leurs cours qui sont adaptés. Donc, alors que la mutation porte essentiellement, pas sur les grosses monnaies d'or ou même les très grosses monnaies d'argent, mais sur la monnaie qui est centrale dans la circulation monétaire nationale, c'est-à-dire des utilisateurs qui ne vont pas pouvoir aller chercher des monnaies étrangères ou autres. Alors, ensuite, le deuxième élément, et c'est ce sur lequel on manque peut-être, c'est très difficile de réunir des données, c'est de faire le lien entre mouvement de l'affaiblissement de la monnaie, qu'on arrive à suivre, et mouvement des prix, des salaires et autres. Et là, on n'a pas de belles séries de données, et bon, on a quelques exemples à discuter, et on se pose la question de savoir au bout de combien de temps un affaiblissement monétaire était rattrapé par... Est-ce qu'il y avait une période qui permettait de profiter de l'affaiblissement avant que les prix n'aient suivi? On n'a pas de mesure pour ces époques-là, malheureusement. Moi, j'ai une question. C'est la géologue que je suis a une question. La France a une particularité par rapport au reste du monde, qui est que le sous-sol n'appartient pas aux propriétaires du sol. D'où ça sort et d'où ça vient et à quelle époque ça a été décidé. Parce que c'est dans le sous-sol que, grosso modo, dans la tête des gens, il y avait l'argent et l'or dans le sous-sol, même si on n'y avait pas accès. Donc ça vient d'où? Et ça date de quand? Parce que c'est une grande caractéristique, et je voudrais souligner qu'actuellement, la France, c'est la métropole, et c'est aussi beaucoup de pays, de territoires qui ne sont pas en métropole, et notamment la Guyane. Et en Guyane, il y a de l'or dans les sous-sols. Et actuellement, depuis
quelque temps, enfin actuellement depuis plus d'une dizaine, enfin depuis quelques décennies, les discussions sur les mines d'or en Guyane sont complexes, ou sur l'exploitation du sous-sol en Guyane sont difficiles, parce que les sociétés locales veulent un retour sur l'exploitation qui ne soit pas que un retour aux compagnies qui forent. Donc la question du droit du sol, ou plutôt du droit du sous-sol, est actuellement posée en France. Personne n'en parle, mais c'est une réalité. Et d'autre part, ma deuxième question, c'est vis-à-vis ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui montre quand même une Europe active, de l'Angleterre à l'Italie, à l'Espagne, à la France. L'Europe avait une réalité économique en tant que telle, puisque les monnaies circulaient partout. Donc on est un peu dans le temps présent, sauf que les monnaies s'appellent toutes pareilles aujourd'hui, sauf en Angleterre. Mais on est dans le poids de la... Alors que nous sommes un territoire où il n'y a pas d'or, l'Europe. Il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas en Angleterre, il n'y en a pas en Allemagne. Bon, en Allemagne, c'est différent. Mais il n'y en a pas en Espagne. Mais voilà, donc j'ai deux questions par rapport à ça. L'Europe, elle est latente partout, dans les histoires que vous nous racontez, tout en n'étant pas une entité politique, mais les pays non plus n'étaient pas des entités politiques. Ou pas si simple que ça, notamment pour la France. Et cette histoire d'où vient l'appropriation par l'État français du sous-sol. Voilà. Alors, sur la législation sur le droit du sol et du sous-sol, je dois dire, je n'ai pas la réponse. Ça a été discuté au moment de la constituante, mais en reprenant des éléments du droit minier ancien. Il y a les premières ordonnances, grandes ordonnances sous François Ier, mais je les connais pas. Je sais pas si le principe y est déjà expliqué de façon... Bon, là, je ne connais pas assez bien le dossier. Sur le caractère européen de la circulation monétaire, il apparaît très largement dans le fait que on arrête la production de l'or en Occident au moment où l'Occident se replie sur lui-même. Donc c'est une thèse historique classique, dire Mahomet et Charlemagne, quand l'expansion arabe coupe la Méditerranée et l'Occident ne reçoit plus d'or, et donc se cantonne à l'argent qu'il peut chercher dans son propre sol. Et inversement, c'est au XIIIe siècle le retour des relations avec l'Orient, par les États latins, par le commerce italien, montpelliérain aussi, que l'or revient en Europe. Avec aussi quand même les mines de Slovaquie, qui ont été très importantes au XIVe siècle et qui ont été la source d'or locale pour l'Europe. Voilà. Non, mais c'est vraiment dans un ensemble qu'on ne peut pas, de même qu'on ne peut pas regarder le monnayage d'une seigneurie sans regarder ce qui se passe un peu plus loin, et c'est à un niveau de relations interrégionales, voire internationales, selon ce que ces termes veulent dire aux différentes époques du Moyen-Âge. Voilà.